Bon, je voudrais revenir sur la partie école, hein. Je suis jeune papa, donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Euh, donc vous avez le projet de réunir les trois écoles, hein, ce qui est très bien puisque les parents galèrent, notamment quand ils ont des enfants dans les trois sites, sur les trois sites. J'ai plusieurs questions sur le projet. Euh, la première, est-ce que donc, vous avez bien parlé de l'espace sport Mhm. pour les enfants, mais on n'a pas parlé de l'espace périscolaire. On n'a pas Il- parlé aussi du stationnement, parce que là, du coup, réunir les trois sites, on aura besoin vraiment d'un grand stationnement. Et une question subsidiaire, le coût total, parce que dans le coût total, il y aura aussi peut-être la déconstruction de Jules Verne et des lutins, et je pense savoir, enfin, pour les transformer, et je pense savoir qu'il y a de l'amiante, donc le coût ne sera pas négligeable. Est-ce qu'on a une idée à peu près de ce que ça va coûter? Alors, pour le coup, non. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. On a fait des prospectives. Enfin, moi, j'ai regardé les chiffres par rapport à des constructions qui sont faites dans d'autres, avec des projets qui sont faits ailleurs, sur d'autres communes. Globalement, c'est pour ça qu'en fait, quand on entend, enfin, quand j'ai entendu la somme totale qui était prévue et affectée pour la salle de l'équipe adverse de 4,5 millions, on est tout à fait, enfin, je veux dire, pour construire les deux écoles, faire une zone de sport, etc., on est tout à fait dans le ton. Maintenant, sur la déconstruction ou sur la partie au niveau, j'ai pas, on n'a pas les sondages, mais je pense pas. Enfin, je ne sais pas quel type, mais l'école Jules Verne, à mon avis, est un peu plus ancienne. Peut-être que sur les lutins, il y a peut-être des panneaux en amiante. Là-dessus, j'ai pas aucun élément pour pouvoir vous dire oui ou pour vous confirmer ou vous infirmer quoi que ce soit. Donc là-dessus, je ne vais pas m'avancer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le coût, donc l'école, la zone de sport, la circulation, c'est ce qu'on disait. La périscolaire fait également partie du projet global, c'est-à-dire que c'est une réflexion sur vraiment un espace pour la scolarité. C'est-à-dire qu'avec des écoles, alors c'est pas non plus un regroupement, c'est pas une très grande école où on reviendrait sur la plus grande école du département. L'idée, c'est d'avoir aussi des écoles à taille humaine, mais qui soient relativement proches, avec une mutualisation aussi de services, donc services de sport, etc. Et donc la périscolaire. Sur le plan de circulation, vous dire est-ce qu'on a déjà arrêté? Non, pour une raison aussi toute simple, c'est qu'en fait, il faut on discute avec le personnel scolaire, qu'on définisse aussi sur la projection. On a déjà fait quelques estimations avec les projections de possibilités de construction, mais là, on rentre sur une autre logique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que sur Octeville, on a eu ces derniers mois des discussions importantes. Il y a eu des annulations, des acceptations, des annulations de permis de construire. Il y a eu des modifications. On sait qu'on va rentrer dans un nouveau PLU qui va être un PLUI, c'est-à-dire un plan local d'urbanisme intercommunal qui sera déterminé et pour lesquels les premières réunions vont intervenir au mois de juin à l'intercommunalité. Que ce nouveau plan doit prendre en compte les règles, ce qui n'avait pas été fait précédemment, les règles de nouvelles entre autres du plan littoral et des nouveaux dispositifs, donc avec la redéfinition des nouvelles zones d'activité, la redéfinition, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le SCOT, mais alors je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques, mais en fait, ça va redonner toute la physionomie des possibilités de construction dans les 10 prochaines années. Et pour l'instant, je serais bien incapable de vous dire quoi, parce qu'en fait, c'est une discussion en plus qui va non plus discuter qu'au niveau communal, mais au niveau intercommunal. Donc, ça va être une vraie discussion sur laquelle il y aura vraiment des positions et des arbitrages à faire. Une fois qu'on connaîtra ce nouveau périmètre de construction, on va voir le nombre de constructions qu'il pourra y avoir. Ça nous donnera une projection sur le nombre d'enfants et ça nous donnera sur la nécessité des écoles dont on a besoin. C'est pour ça que je vous parlais d'anticipation, parce qu'en fait, on ne peut pas réfléchir et raisonner sur une donnée de base. Il faut vraiment prendre tous les paramètres en ligne de compte. Et donc, mais par contre, c'est pareil au niveau que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit l'ensemble des acteurs qui seront concernés, ils seront conviés, et on réfléchira aussi à un plan de circulation, parce que c'est pas le tout d'implanter une école, mais il faut voir effectivement comment on y accède, comment on stationne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'avoir un plan qui soit à la fois qui reprenne aussi les schémas de fonctionnement, et je vais même aller beaucoup plus loin.
on n'en a pas parlé du tout. Mais en tant que chef-lieu de canton, avec l'évolution également des autres communes, et entre autres, si Montivilliers développe la zone qui était prévue, qui était initialement de 1000 logements, qui a été ramenée à 500, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nos enfants, ils vont au collège à Montivilliers. Mais si Belle-Étoile a 500 logements de plus, le collège de Belle-Étoile, il sera saturé pour nos enfants. Et comme on est chef-lieu de canton, c'est à nous de trouver une solution pour implanter un nouveau collège. Alors, c'est pas à nous de le financer, hein, c'est le département. Mais ça sera quand même à nous d'y réfléchir. Et donc, il faut y réfléchir, il faut anticiper, parce que, et cette idée-là, on l'a déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà réfléchi à une solution, c'est-à-dire au coin des Hautes-Vallées, au niveau, il y a la possibilité encore, on a une réserve foncière qui est tout à fait dans la qualification et qui nous permettra de le faire. Mais ça, toute cette anticipation, ça se, je vous dis, ça fait, on y travaille avec Brigitte, entre autres, que vous connaissez pour certains, qui est une spécialiste de l'urbanisme, avec d'autres personnes de l'équipe. On y réfléchit parce qu'effectivement, on mesure bien que c'est pas de trouver une solution pour créer plein de problèmes. Le but, c'est de trouver une solution qui apporte des solutions. Parce que si c'est de créer des environnements, puis derrière, de ne pas les entretenir, de ne pas faire le nécessaire, de ne pas réfléchir aux problèmes de circulation et de ne pas apporter une offre globale aux parents d'élèves et aux enfants, je ne vois pas l'intérêt. Je profite parce que j'ai le micro. Une autre question, mais qui n'a rien à voir. Vous avez commencé à parler tout à l'heure, dans la présentation, de difficultés de déplacement de personnes qui n'ont pas de véhicule entre les hameaux et le bourg. Et j'aimerais bien que vous développiez cette idée, parce que c'est intéressant. Alors cette idée, c'est tout simplement, c'est aujourd'hui, vous allez dire que je suis accroché à la communauté urbaine, c'est pas de mon fait, c'est simplement que avant de me présenter, avant de travailler sur, j'ai quand même regardé l'articulation, et le transport fait partie également des compétences intercommunales. Avec mon équipe, je peux vous dire que là, ils sont sages, parce qu'habituellement, c'est beaucoup moins sage. J'ai même beaucoup plus de mal à me faire entendre. Je crois que le coronavirus est arrivé chez nous. Le problème, il est que on a des points de, entre guillemets, je veux dire, de collecte, de ramassage, par rapport à mais au sein des hameaux, on n'a pas, il n'y a pas de circulation de bus, les voies ne le permettent pas forcément, et donc il y avait à un moment, il y a le filbus qui existait, qui permettait dans certains cas, et l'idée pour nous, c'est effectivement d'avoir un mixte qui permette à des véhicules de plus petite taille, qui soient d'ailleurs communales ou intercommunales, qui pourront éventuellement, parce que c'est une réflexion qu'il faudra aussi porter sur pour l'optimiser sur des villages éventuellement du canton autour de la commune d'Octeville, et qui permettrait d'avoir en fait un ramassage, donc une circulation qui ne soit pas une circulation telle qu'on la connaît avec des grands bus aujourd'hui, mais qui permettrait à des gens d'avoir des points de collecte, des points de ramasse, des points de... et dans les différents hameaux pour justement rallier les horaires de ramassage au quotidien. C'est-à-dire que d'avoir la connexion, je dirais entre guillemets quelque part le chaînon manquant entre là où les gens vivent et le point d'arrêt de bus ou d'arrêt de tramway, ou pour permettre aux gens de pouvoir justement, s'ils n'ont pas de véhicule ou s'ils n'ont pas envie de prendre leur véhicule, de pouvoir y aller plus facilement. Donc l'idée, elle est là. Maintenant, on a aussi l'idée d'avoir au niveau du hameau, enfin des hameaux, la possibilité de proposer à des gens, donc d'avoir un point qui les amènera directement avec des lignes plus régulières vers le bourg d'Octeville, pour deux raisons, parce que s'ils ont des courses à faire, s'ils ont des besoins, ça sera beaucoup plus simple. Alors bien évidemment, ça ne sera pas un bus toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Il y aura aussi une étude qui sera faite et on verra avec les personnes, voir si les personnes sont intéressées, hameau par hameau, et de voir justement à imaginer un plan de transport qui soit efficace, intéressant, mais qui ne soit pas non plus ruineux. Parce que c'est pas le tout d'avoir des bus qui circulent et qui soient vides. Donc la réflexion apportera sur cet élément-là. Parce que si derrière, ça intéresse finalement qu'une ou deux personnes, je ne vois pas l'intérêt. Dans ce cas-là, on commande un taxi, on gagne notre temps et on gagne notre argent. Mais par contre, si on a effectivement, dans certains hameaux,
50, 60, 100 personnes qui tous les jours pourraient effectivement, ou même si c'est 20 ou 30 personnes qui tous les jours peuvent prendre ce bus et venir faire leurs courses ou faire une démarche administrative à la maison communale des services, eh ben, ça sera tout intérêt. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres questions? Moi, j'ai une question à vous poser. Ici à Octeville, vous parlez de logement, faire venir des familles, vous parlez beaucoup de l'enfance. Moi, j'aimerais qu'on aborde le sujet de la jeunesse. Ici à Octeville, depuis quelques années, dès que nos enfants ont 12 ans, il ne se passe plus rien. Voilà, on a un accueil de loisirs 3-5 ans, on a un accueil de loisirs jusqu'à 12 ans. Et après, les enfants, il n'y a plus d'activité, il ne se passe plus rien. À part les associations sportives qui les accueillent, il ne se passe rien. Voilà, donc je voudrais savoir ce que vous avez prévu. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, j'étais pas 12, j'étais 14-18. C'est effectivement dans la maison communale des services, il y a des espaces qui seront dédiés pour nous dans la prévision. Alors ça n'arrivera pas non plus demain, hein, faut pas, mais l'idée c'est que ça arrive quand même assez rapidement et c'est pour ça que je trouvais une solution transitoire pour l'installer et voir si on peut réaffecter un bâtiment à cet usage. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse, dans cet établissement, avoir trouvé éventuellement un ou deux baby-foot, trouver une zone dans la partie médiathèque, ludothèque, un agrandissement de la bibliothèque, d'avoir effectivement la possibilité aussi, pourquoi pas, de faire de ce qu'on appelle maintenant l'e-sport, c'est-à-dire que d'avoir des zones et de permettre à de nouvelles associations de voir le jour dans Octeville et qui s'adressent un peu plus pour cette tranche d'âge. Voilà. Mais clairement, ça passe également par une discussion, c'est-à-dire qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, si c'est de faire une offre de service sans avoir anticipé le besoin, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est de rencontrer les principaux acteurs, c'est-à-dire les 12-18 ans, ou les 14-18 ans, et leur demander qu'est-ce que vous voulez et quel est le type d'espace et quel type de structure. Parce que si effectivement on les rencontre et qu'on discute, que ce soit avec les parents d'élèves, enfin les parents d'ados, et qu'on leur demande justement ce qu'ils veulent, ça permettra aussi d'adapter cette structure et de trouver les moyens et d'avoir les services qui seront intéressants pour ces personnes. Une autre question? Françoise. Non, je vous donne le micro parce que je parle suffisamment fort, on va m'entendre. Je voulais te demander ce que tu envisageais pour la transformation du commerce proxy, parce qu'on en parle depuis, on va dire maintenant bien 3 ans, et on ne voit toujours rien arriver. Est-ce que tu as réfléchi au problème et qu'est-ce que tu pourrais proposer? Et par la même occasion, est-ce que tu partagerais cette envie de faire partir des gens qui habitent rue Fafin et qui n'ont absolument pas envie de partir? Alors, déjà, dans le cadre d'une négociation, pour ce qui me concerne, je ne peux pas considérer qu'un accord puisse être obtenu dit amiable, tout est autant qu'il est négocié avec une mesure d'expropriation au-dessus de la tête. Donc ça, c'est une première chose. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dont Françoise vient de parler, il y a effectivement au moins deux propriétaires qui ont des biens immobiliers, des maisons, d'habitation. C'est des personnes qui ont un certain âge, qui ont vécu l'essentiel de leur vie à Octeville, et ils ont, j'irais, comme principale caractéristique ou comme principal défaut d'avoir leurs biens qui soient en plein milieu d'un projet immobilier qui est l'Écobourg, dans lequel on a prévu, enfin on a prévu, pas moi d'ailleurs en l'occurrence, hein, il est prévu effectivement l'agrandissement du proxy pour doubler la surface. Et lors d'un conseil municipal de novembre dernier, il a été voté une mesure d'expropriation, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord, il est prévu, le maire actuel s'est donné la possibilité d'engager une mesure d'expropriation à l'encontre de ces personnes pour pouvoir récupérer leurs biens et l'acheter quand même. Hein, c'est pas, on exproprie, il y aura quand même une somme de versée,
mais sans forcément obtenir l'accord tacite de la personne. Donc, moi, personnellement, ce type de mesure d'expropriation, en particulier, c'est pas du tout mon truc, parce que, de toute façon, déjà, je ne peux pas considérer qu'on puisse avoir un accord, que cet accord puisse être même considéré comme accepté, à partir du moment où on met de la pression, et en particulier quand cette pression est mise à quelqu'un qui est retraité, qui est une femme en particulier, si on parle bien de la même personne, une femme seule, et que cette personne se sent oppressée et qu'on lui mette cette pression. Donc de toute façon, pour moi, ça, c'est pas acceptable. La deuxième chose par rapport au proxy, c'est un projet, une fois de plus, qui nécessite une concertation. C'est-à-dire que, effectivement, le projet, ça fait 3 ans qu'il dure. Je suis même pas certain que la propriétaire du commerce actuel, elle ait envie, parce qu'en 3 ans, les choses évoluent. Donc je ne suis pas certain qu'elle ait envie d'agrandir ou quoi. Donc la première chose, c'est déjà de revoir avec les personnes qui sont considérées dans le périmètre, de voir ce qu'il est possible de faire et de voir ce qu'elles ont envie de faire. Parce que c'est vraiment une démarche d'entrepreneur et on ne peut pas se substituer à un entrepreneur parce que c'est quand même lui qui financièrement va prendre le risque au bout du compte. Donc pour moi, ça, la première chose, c'est de discuter avec ces personnes. Maintenant, est-ce que la surface actuelle répond à l'ensemble des besoins des Octevillais? Certainement que non, parce que ça reste quand même un magasin qui est un magasin de dépannage sur lequel le fait de vouloir intégrer une structure un peu plus importante, mais on revient à un autre problème, c'est le stationnement. On ne fait pas ses courses dans un lieu quand on n'a pas la possibilité de se garer suffisamment proche pour mettre ses paquets. Je veux dire, je connais personne qui a envie de transporter 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 15 kilos de courses pendant 200, 300, 400 ou 500 mètres s'il n'a pas la possibilité de stationner à côté. Ou alors, il faudra imaginer un autre système, éventuellement de portage de courses à domicile. Mais dans ce cas-là, ça nécessite une autre réflexion. On peut envisager, pourquoi pas, d'avoir des courses, on fasse ces courses, on commande, on les achète, et on les met en carton, et ensuite elles sont apportées comme, non, pas forcément comme un drive, c'est une livraison à domicile. Ah mais tout de suite, il n'y a pas eu de vente, donc le bien immobilier, mais c'est pas... Bien sûr. Alors, juste une précision, depuis 3 ans, je ne suis pas élu. Donc, en tout état de cause, je ne peux pas... dans 15 jours, on verra. Après, de dire, oui, c'est un des dossiers sur lesquels, de toute façon, par rapport à l'écobourg, sur lequel il y aura une réflexion, nécessairement de trouver des solutions pour voir ce qui est pertinent, ce qui l'est moins, de trouver éventuellement plus de solutions de stationnement, parce que de toute façon, aujourd'hui, les solutions de stationnement sur Octeville ne sont pas suffisantes, à mon sens, et on verra à trouver des solutions. Parce que si on veut, pour moi, on ne peut pas développer le commerce sans un minimum de stationnement. Mais le projet sera automatiquement revu, et en particulier avec les personnes concernées. D'autres questions? Bonsoir, René Bourville. Si vous êtes élu maire, je suppose que vous serez aussi vice-président de l'AGLO. Si le président le décide, oui. Bah, il faut. Normalement, oui. Il faudrait. Normalement, oui. Comment organisez-vous votre emploi du temps, parce que vous êtes encore en âge de travailler? Alors, c'est effectivement le cas. L'avantage que j'ai, c'est que je suis chef d'entreprise et que je suis en train déjà de prévoir mon transfert d'activité, c'est-à-dire que j'ai déjà prévu d'arrêter un certain nombre d'activités si effectivement je suis élu maire, et je prévois de travailler à peu près 80% de mon temps pour la commune et l'intercommunalité, 20% sur mes activités restantes. Alors le transfert, j'ai prévu de le faire sur les 6 mois qui suivront l'élection, parce qu'il y a quand même un peu de temps. Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Moi, ça fait un petit peu plus de 20 ans que j'habite Octeville et j'ai vu le bourg quand même beaucoup se transformer. Et j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est la ruralité d'Octeville.
Avec tout ce qui se construit, avec tout ce qui change, voilà, je voulais savoir un petit peu quelle était votre vision, je dirais, même sur 10 ans. Est-ce que le bourg continuera à rester un bourg rural, voilà. Alors, pour moi, c'est mon choix, c'est ma volonté, que ça soit qu'on reste, qu'on trouve des solutions. C'est-à-dire que le volume de construction qui était prévu, c'est pas du tout dans mes ambitions. Le fait de le limiter, de regarder les possibilités, maintenant, on ne peut pas non plus clairement, on peut mettre des règles de fonctionnement qui soient claires, nettes et qui permettent de fonctionner dans de bonnes conditions. La dame voulait te redonner le micro. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a deux problèmes là. La problématique 1, c'est de voir que le développement actuel, est-ce qu'on est capable de l'assumer? Parce que l'aspect rural, c'est une chose, et je suis très attaché, hein, je suis venu il y a moi 28 ans, en fait, dans une maison de la famille de ma femme, et j'étais citadin, donc ça m'a fait un grand changement, mais depuis 28 ans, je me suis bien habitué et j'ai pas envie de changer. Mais ça, c'est une chose. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on veut ça, c'est est-ce qu'on est capable de l'assumer tout de suite? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'assumer toutes les constructions qui sont en train de se faire? Est-ce que les réseaux vont être capables de le supporter? Est-ce que les ressources dont on dispose, est-ce que la commune va être capable de supporter 15% de population en plus en si peu de temps? Ça, c'est non. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se donner du temps. Et le temps, pour l'instant, avec tous les projets de construction, aux dernières nouvelles, c'était quand même en 2019, plus de 200 projets de construction d'habitation. La moyenne, c'était les années précédentes, entre 40 et 50, ce qui était déjà pas mal. On a une évolution démographique qui risque d'être exponentielle si on suit le projet actuel. Notre volonté, c'est effectivement de la contenir. Vous dire qu'on ne va pas évoluer, non, je ne peux pas vous le garantir, parce que ce serait mentir. Et puis je ne suis pas Nostradamus. Mais par contre, vous dire qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, ça je peux vous le dire. C'est-à-dire que, avant de prévoir, parce que tout à l'heure on a parlé des réseaux de l'école, mais ce qu'on n'a pas parlé, c'est des odeurs dans l'école. Parce que les moisissures qui durent depuis des mois, c'est pas terrible. Mais en plus, il y a des problèmes d'évacuation de réseau. C'est pas visible. Mais je peux vous dire que les enfants qui sont dans les... Mais ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de réseaux qui sont à refaire. Mais pas que là. Je parlais de la rue d'Aigueville, où il y a des constructions. Aujourd'hui, on a une vingtaine de constructions qui sont en cours, rue d'Aigueville. On leur a demandé de se raccorder sur des vides sanitaires individualisés, enfin, en fait, non pas sur le tout à l'égout, mais en fait, des fosses septiques qu'on a remis, une fosse septique commune, ce qui d'ailleurs est théoriquement interdit. C'est dans les normes, on n'a plus le droit. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, on prend pas la meilleure solution, on prend la moins pire. On prend la moins pire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas anticipé le problème de rénovation ou de remise en conformité de la station d'épuration qui est au bout du réseau. Et que les rejets qu'on a sont déjà non conformes. Et que si on augmente encore le nombre d'habitants, ça ne va pas s'améliorer. Alors ça, oui, ça fera partie des choses. Et je peux même vous dire que il y a des nouvelles solutions écologistes. En particulier, il y a un maire d'une commune de Bretagne qui a développé un nouveau système d'épuration et pour une centrale qui a été beaucoup moins polluante et finalement qui a des rejets de nettement meilleure qualité. Donc moi, je vais vous dire, j'ai aucun problème à aller chercher les idées, quand elles sont bonnes, à aller les chercher ailleurs. Je ne vais pas me les arroger, je ne vais pas me donner au même titre que quand mes futurs collègues du conseil municipal auront de bonnes idées. Et une fois qu'on sera élus, on sera tous autour de la table, les 29, qu'on soit de l'opposition, entre guillemets, ou de la majorité. Pour moi, si on travaille tous dans le sens de l'intérêt de la commune, on sera tous dans la même équipe. Le but, c'est d'améliorer les solutions pour les octovilés. Maintenant, pour la ruralité, oui, pour, comme je le disais tout à l'heure, développer et trouver des solutions pour que nos agriculteurs aussi, et pour préserver de l'espace aussi. Mais il y a aussi des problématiques autres. Il y a des gens qui aujourd'hui se sont retrouvés avec des permis de construire, qui ont fait des viabilisations de terrain, qui ont travaillé, et on leur a refusé à la dernière minute, alors qu'il y a 6 mois ou 1 an, et qui ont dépensé beaucoup d'argent. Donc
par rapport à ça, il va falloir aussi réfléchir et trouver des solutions. Parce qu'on ne peut pas non plus, sous couvert, sur une simple décision, faire des changements aussi radicaux. Est-ce que ça répond à votre question? D'autres questions? Raymond. Oui, bonsoir. Oui, moi, je voulais te poser une question, Bruno. J'ai assisté à la première réunion publique de ton adversaire, M. Rousselin. Donc, j'ai vu son programme. Ce soir, je découvre le tien. Moi, j'aurais aimé, et je ne sais pas pourquoi, ça a été refusé, j'aurais aimé qu'il y ait eu une confrontation entre vous deux, parce que en voyant les deux programmes, je me dis que quand même, il y en a un qui est certainement meilleur que ce que j'ai vu. Donc, je ne sais pas si tu peux me répondre à cette question. Et je voudrais te dire aussi, j'étais élu pendant 25 ans dans la commune. Ça fait toujours mal d'entendre ce mot opposition. Moi, je me suis toujours considéré comme un opposant. Opposition, ça fait politique, c'est vrai que c'est pas trop bien. Donc, j'aurais aimé qu'on puisse à l'avenir parler d'opposants, mais pas d'opposition. La commune ne mérite pas, disons, d'avoir une opposition. Voilà, c'est tout. Alors, pour répondre à ta question, Raymond, j'ai, par l'intermédiaire du journal de campagne qu'on a édité, dans le numéro 2, j'ai proposé indirectement au maire sortant un débat. J'ai repris contact avec lui quelques jours plus tard. J'avais pris contact avec lui précédemment par l'intermédiaire de certains de ses adjoints. J'en avais parlé, j'aurais demandé de voir avec lui parce qu'il n'était pas forcément toujours disponible et je lui ai envoyé, on a eu certains échanges de messages et il n'a pas souhaité faire de débat. Je lui ai proposé plusieurs dates et je lui ai même dit que ces dates seraient les miennes. Personnellement, entre autres, pour une raison toute simple, c'est que je voulais l'interroger parce que je ne trouve pas forcément ça très normal. Je voulais qu'il puisse me répondre sur l'état des écoles, sur l'état des locaux publics. Parce que, pour moi, un élu, il est au service de sa population et pas le contraire. Il est à la disposition. Il a l'obligation d'entretenir le patrimoine qui lui est mis à disposition, enfin, dont il a la responsabilité au bénéfice de ses administrés. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Pour moi, le 15 mars, quel que soit le résultat de l'élection. Alors déjà, il y a deux choses, je vais en profiter, parce que j'étais également à la réunion publique de mon adversaire. Il y a deux choses. La première, c'est que si je suis élu maire, je ferai mon mandat dans sa globalité, dans son intégralité. Ça, c'est la première chose. Je resterai la totalité du mandat. Donc, la deuxième, si je ne suis pas élu, je serai élu quand même, mais je serai autour de la table. Parce que je considère que les gens qui m'auront fait confiance n'ont pas de raison de perdre deux fois. Et il sera de ma responsabilité de porter mes idées et justement d'apporter non pas une opposition, ou alors, je l'associe à un autre mot, d'être une opposition constructive. C'est-à-dire que d'apporter des solutions pour permettre à mes collègues autour de la table de réfléchir à la portée des décisions qu'ils seront amenés à prendre. Parce que même si je ne suis pas forcément d'accord avec eux, le fait de leur permettre de mesurer et de réfléchir à ce que ça va donner après, à leur dire, OK, mais est-ce que vous avez bien pris en compte tous les paramètres? Vous construisez cet équipement, mais combien ça va coûter? La mise en installation, c'est-à-dire tous les équipements internes, parce que ce n'est pas le tout de construire la coquille, mais la coquille, il faut la remplir. Et bien souvent, le remplissage coûte au moins aussi cher, voire plus cher que la coquille en elle-même. Et derrière, il faut la faire fonctionner. Et après, ça va coûter, parce qu'il faut la chauffer, il faut l'entretenir. On va essayer de faire une fois un bâtiment qui soit étanche à Octeville. Ou alors, d'une façon très sarcastique, j'avais dit, ou alors il faudrait construire une piscine. Au moins, là, il y aurait de l'eau, mais ce serait normal.
c'est de l'humour, mais bon, c'est un moment, c'est... Mais globalement, je suis d'accord avec toi, Raymond. Mais après, pour te dire pourquoi, non, il n'y a pas eu de débat. Effectivement, des débats, il y en a eu partout. Il y en a même eu sur France Télévisions avec différents maires. Il y en a eu dans différentes... toutes les communes aujourd'hui organisent des débats. À Octeville, le maire sortant n'a pas voulu débattre avec moi. Bon, ben, j'y peux rien, malheureusement. Et débattre tout seul, c'est bon, assez facile. Hein, je peux faire les questions-réponses. Mais ça a beaucoup moins d'intérêt. Une autre question. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez faire des aires de stationnement. Quand on fait des aires de stationnement, la flotte rentre plus dans la terre. On est d'accord? Alors, est-ce qu'on est d'accord? Tout dépend où. Maintenant, c'est pareil. Partout, partout. Non, parce qu'il y a des aires de stationnement aujourd'hui qui sont végétalisées. Il y en a quelques-unes. Maintenant. Vous avez vu le parking, il y a Auchan dans Moulot quand il y a de la flotte? Non. Oui, non, je suis d'accord. Non, mais de toute façon, si on parle du bourg, soyons clairs qu'aujourd'hui, c'est bien comme ça, moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de... Non. Alors attendez, maintenant je vais vous dire une chose. Je vais répéter ce que j'ai dit il y a 10 ans, je le dis à chaque fois. Hein. Je supporte pas la ville. Donc je suis venu au Havre il y a 42 ans pour être tranquille. On est d'accord. Bon. Moi je suis dans un hameau. Je suis venu construire, pourquoi pas d'autres, mais bine devant, bine derrière. Bon, maintenant on n'a plus le droit de construire dans les hameaux. Mais si on commence à mettre des transports scolaires, à mettre des machins, des bus, moi je peux vous dire, je suis arrivé là il y a 42 ans, j'ai 2 enfants, c'était en bas âge, j'ai jamais eu de problème. Je les mettais à Roule-du-Fil, puis ailleurs au Havre, puis c'est tout. Hein. Alors, ça me dérange pas. Quand je parlais de stationnement tout à l'heure, c'était aussi en réponse du projet Écobourg qui est actuellement en cours. Attendez, deuxièmement, oui, j'ai pas fini. Non, mais je vous en prie. Oui. Quand on est dans un hameau, c'est un choix. Bon, moi je vais faire mes courses à Octeville, je prends pas toujours la voiture, j'y vais à pied. Je vais chez le boucher à pied, je vais au proxy à pied. Pardon, non, je vous dis, j'y vais à pied. Ah, tout le monde ne peut pas le faire. J'y vais en vélo. Mais oui, mais dans ce cas-là, on n'habite pas dans un hameau. C'est ce que j'avais dit il y a 10 ans, et des gens ici qui me disaient, mes gosses, mais restez au Havre. Vous voulez faire du foot, allez au Havre. Vous voulez faire la piscine, allez au Havre. Parce que, comment on fait pour être tranquille? On vient là pour être peinard. La dame m'a dit tout à l'heure, est-ce que ça va rester? L'Ardèche. Voilà. Oui, mais ma femme ne veut pas. Non, mais c'est pour vous dire. Non, mais il y a un moment... Non, mais même l'Ardèche, ça va être l'horreur. Hein. Alors, je vais vous citer encore. Tout bête. Moi, j'allais en déplacement à Toulouse, hein, pour mon boulot. Vous avez une ville qui s'appelle Auch, qui était un petit paradis. Tout le monde disait, c'est mort. C'est mort. Bon. Ils ont mis l'autoroute qui va de l'autre côté, à Biarritz. Du coup, tous les gens de Toulouse, tous les gens d'Airbus, comme c'était moins cher, ils ont été habités à Auch. Auch, c'est plus un point mort, c'est un enfer. Voilà, c'est tout. Bon, encore un truc que je voulais dire. Que ce soit vous, l'équipe adverse, tout le monde, et les hommes politiques, les ministres, tout le monde parle d'énergie renouvelable, de mettre des panneaux. Il n'y en a pas un qui dit « mangeons un peu moins d'électricité ». Pas un. J'ai encore jamais vu personne qui va me dire « diminuons les portables par 2, arrêtons de foutre des ordinateurs partout, arrêtons de dépenser de l'électricité, de l'énergie ». Ah non, mais ça me semble une logique imparable. Hein. C'est sûr qu'on pourrait vivre dans des cavernes, hein. C'est clair que ce serait une solution. Si maintenant, vous êtes là, c'est qu'ils ont survécu. Hein. Oui, mais dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes. Je serais tenté de dire, la question qui se pose à nous aujourd'hui. Bon, alors vous me dites, l'hiver du monde, tout ça, on va aller jusqu'où comme ça? Jusqu'au bouddhisme. Jusqu'à temps qu'on ait de plus en plus de flottes, des tempêtes, il y en aura encore de plus en plus. On décarbone rien du tout, parce qu'il ne faut pas me dire qu'on décarbone. Hein. Vous voulez mettre des voitures électriques, c'est ce qu'ils vous disent tout de suite. L'électricité, vous allez la chercher où? Les gens veulent pas de nucléaire. Les éoliennes, je vais vous en mettre une à côté de chez vous. C'est pas vraiment un débat communal hein, à ce niveau-là. Non, tiens. Et là, on a la chance qu'on n'en ait pas, qui dit qu'un jour, ils vont pas en mettre. Mais là, je serais tenté de dire, voilà, sur la réponse sur le stationnement,
L'idée pour nous, c'est de dire qu'il y a un projet aujourd'hui qui est soutenu et qui est... Parce que la question que vous avez le 15 mars, c'est de savoir est-ce que vous voulez continuer avec le maire actuel et son équipe, ou est-ce que vous voulez changer? Moi, je vous dis... Celui qui ne m'augmentera pas mes impôts, ça commence déjà comme ça. Ça, c'est le premier point. Le moins de bruit possible à côté de chez moi. Voilà. Ben, je vous dis, Donc, par rapport à ça, il y a un des projets et un des problèmes qui durent, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau de l'écobourg. Bon, puis je vais terminer avec les photos. Soyons honnêtes. Les photos, tout le monde peut en faire. Elles sont vraies, c'est pas le problème. Non, les photos sur les écoles, elles sont vraies, c'est pas le problème. Mais vous pouvez pas rendre responsables les gens qui ont fait le projet des inondations qu'il y a à l'intérieur. Il faut aller voir le constructeur. Il faut aller voir le constructeur. Ah oui, non, mais attendez. Là, on va aborder un autre... Ils font de la merde. Oui, non, mais attendez. Bah oui. Non, mais attendez. Là, il y a une chose qui est claire. Demain, vous achetez n'importe quel bien qui est prévu de durer 30 ans. Oui, on va en parler. Vous avez une garantie décennale de 10 ans. Quand ça commence à fuir au bout d'un an ou 2 ans, eh ben, vous réagissez. Et vous n'attendez pas 3-4 ans pour réagir, c'est tout. Le problème, il est pour moi... Qui vous dit qu'ils n'ont pas réagi? Bah parce que... Bah, je vais vous dire, c'est pas compliqué. S'ils n'avaient pas réagi le 13 février, la vidéo que je vous ai fait voir, il n'y aurait pas eu autant d'eau dans les classes. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai d'autre part, c'est un problème de responsabilité dans le sens où je suis d'accord que c'est pas eux qu'on construit. Maintenant, quand vous avez ce qu'on appelle la chose gardée, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de l'exploitation, bah vous faites en sorte de signaler les dysfonctionnements et donc de faire le nécessaire. Et d'autre part, vous mettez ce qu'on appelle les mesures conservatoires pour faire en sorte que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Une fois qu'il y a eu une fois inondation... J'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants. Mais même sans avoir les tenants et les aboutissants, à un moment ou à un autre, c'est pas acceptable d'avoir des enfants qui travaillent avec une douche au-dessus d'eux, avec des néons électriques. Et puis, si vous voulez, il faut quand même savoir, pour être honnête, quand vous faites construire il y a 40 ans, vous aviez une bonne maison. Regardez les maisons qui se font tout de suite. C'est un désastre. C'est les constructeurs qui savent fait bosser. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes gentil. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Monsieur Martin, je crois qu'il y a une question là. Oui, j'ai fait un rêve cette nuit. Il a rêvé de nous, monsieur Martin. Que les élections ont été faites et que les statistiques donnaient 50-50. On n'a jamais vu ça en France. Alors qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Alors déjà, l'égalité parfaite supposerait qu'il y ait exactement le même nombre d'électeurs qui votent pour les deux listes. Alors dans ce cas-là, la Constitution l'a prévu, c'est la liste dans laquelle il y a le candidat le plus âgé qui passe. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah non, c'est pas la tête de liste. Hein. C'est pas la tête de liste, c'est le candidat le plus âgé. C'est dans les. C'est la personne la plus âgée des deux listes qui ferait élire sa liste. Oui, Bruno, donc je vais revenir un peu sur les fuites. Là. Au niveau des fuites, quand il y a eu les premières fuites, on a fait intervenir la garantie décennale, déjà pour ce qui est l'espace du littoral. On a eu des réparations qui ont été jugées par l'expert que l'on a fait, et il y a eu d'autres fuites qui sont venues. Et la dernière d'ailleurs, l'expert a regardé et il nous a versé 1 400 €. Donc ça, c'était il y a un an et demi. Hein, puisque même au bout de 11 ans, on a eu c'était encore en cours. Pour l'école des falaises, il y a eu une première fuite importante. Aussitôt, on a fait une déclaration et les experts sont venus. Ils nous ont dit, ben oui, il doit y avoir quelque chose là. Donc on a fait venir un couvreur qui est venu réparer. Et donc ça a tenu pendant quelques temps. Et là, il y a eu une deuxième fuite importante.
Et là, on a fait revenir un expert qui est venu avec des spécialistes et tout, et ils sont en train de faire l'étude, puisque là, on va la recevoir d'ici peu. Ils sont venus il y a 15 jours, 3 semaines. Ils sont venus pour regarder et voir d'où ça venait. Et là, on va réparer en fonction de ce qui va être donné. La troisième chose, fuite au lutin. Dès qu'il y a eu la fuite, une fuite importante au niveau de la bibliothèque, on a regardé, on a fait venir un couvreur qui a eu des doutes à certains endroits, il a essayé de réparer. Manque de peau, une nouvelle pluie importante, et ça a refui à nouveau. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de recherches, et on a décidé de passer des caméras, et c'est là qu'on a trouvé des ballons qui étaient descendus dans les tuyauteries, qu'on ne voyait pas, et en fin de compte, c'est ce qui bouchait l'évacuation, donc ça montait en charge, et ça a débordé. Voilà. Donc, et c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment. C'est pas une question d'entretien, hein, voilà. Donc, alors plusieurs choses par rapport à ça. Déjà, à mon sens, hein, quand on a des enfants et qu'on a la responsabilité d'avoir des enfants, si on veut gagner du temps, on engage une procédure judiciaire qui permet déjà de sortir du cadre des délais, c'est-à-dire qu'en fait on suspend les problèmes de garantie, de durée, et déjà on se donne du temps. D'autre part, on fait l'expertise judiciaire, ce qui fait qu'on évite qu'une des parties qui pourrait être appelée puisse contester cette expertise, parce qu'une expertise judiciaire est opposable à tous, y compris pour les personnes qui n'ont pas été engagées. Et donc, on demande par voie de référé à un magistrat de l'autorisation de faire les travaux. C'est-à-dire qu'en fait, l'expert judiciaire prend acte des problèmes, de la sécurité, et il donne son rapport, et par voie de référé, ça va très vite, il donne son rapport au magistrat, et le magistrat autorise la collectivité, ou le particulier, ou la personne, à faire les travaux, lui permettant ainsi de ne pas avoir la situation dans laquelle on est. Parce que, Daniel, je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut. Dans ce cas-là, si c'est le cas, il a sa responsabilité civile qui est engagée. Donc, si vous décidez tous que je sois le prochain maire, je prendrai les dispositions, je regarderai le dossier et j'engagerai les procédures qui vont à l'encontre de cette personne. Parce qu'il y a d'une part le risque pour les enfants et il y a d'autre part le coût pour la collectivité. Dans tous les cas de figure, ça fait quand même des années que ça dure. Et pour ce qui me concerne, je trouve quand même dommage que sur la même commune, on ait 3 bâtiments dans lesquels on n'arrive pas à trouver un hors d'eau. Alors, je veux bien qu'il y ait toutes les raisons, mais à un moment ou à un autre, si on a un problème de couvreur, on en change. Sur un bâtiment neuf, c'est quand même pas normal qu'il pleuve. Parce qu'on a quand même la garantie de bon achèvement de travaux qui dure 2 ans, on a ensuite la décennale, on a quand même un problème. Et s'il y a un problème de conception, on engage la responsabilité de l'architecte ou du bureau d'études. Et de toute façon, on fait le nécessaire pour que, dans tous les cas de figure, les travaux soient faits de telle façon à ce que, quand ça se reproduit 2 fois, on fasse en sorte de mettre en sécurité les enfants. Parce que pour moi, en tout état de cause, on peut avoir toutes les bonnes raisons du monde. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut avoir toutes les bonnes excuses. Mais à un moment, les excuses, ça ne suffit plus. Vous savez, je vais vous dire, Franklin Delano Roosevelt a dit la chose suivante le 8 décembre 1941. Les vainqueurs trouvent des solutions pendant que les perdants cherchent des excuses. Si on veut assurer la sécurité de nos enfants, un moment ou un autre, il faut prendre les dispositions et les moyens nécessaires. Moi, personnellement, faire en sorte et accepter de passer autant de temps quand je vois des enfants qui sont en classe, dans une classe dans laquelle il pleut et qu'il y a des luminaires au-dessus, franchement, je ne trouve aucune excuse, aucune raison, aucune justification à laisser cette situation perdurer. Oui, bonsoir.
quand on construit une école, par exemple, on s'en remet entièrement aux entreprises, ou on peut prendre un maître d'œuvre qui contrôle la bonne finition des travaux? Alors, dans le cadre d'une école, il y a au minimum un architecte, parce que la surface, de toute façon, fait que de toute façon, on est obligé d'avoir un architecte. Donc, c'est sa première responsabilité. Et il y a un bureau de contrôle ou une maîtrise d'œuvre qui est en complément, qui, de toute façon, coordonne les entreprises. Brigitte, si tu veux rajouter quelque chose, c'est bon. Donc, non, il y a différents niveaux de responsabilité. Et... Bonsoir. Moi, j'aurais aimé qu'on aborde le problème des pistes cyclables, des déplacements doux, hein, à la fois pour les cyclistes, pour les personnes handicapées, les collégiens. Je pense principalement à la liaison Montilly-Octeville. C'est criant, il faut absolument avoir une piste cyclable, avoir un endroit où on puisse marcher, où on puisse se promener. Il n'y a pas que les vélos d'ailleurs. J'aurais aimé avoir votre sentiment. Il y a eu un café vélo qui s'est déroulé samedi matin au fort de Tourneville. J'ai appris ça, oui. Nous sommes allés, monsieur le maire était présent. Et, je n'étais pas convié. Non. Ah bon, vous étiez pas? Non. Et je représente le collectif Vélorussion. Et nous avons interpellé les futurs élus. Et chacun a donné sa position. Nous avons eu la position de la mairie de Montivier, qui semble depuis des années moyennement concernée. Ici, on était moyennement concernés aussi par les pistes cyclables. Je pense que là, les élections ont bien fait avancer celle qu'il va y avoir jusqu'au tramway. Merci. Alors, pour en revenir aux pistes cyclables, c'est pas facile. Et puis, je vais vous dire une chose, parce que je connais aussi pas mal de gens qui font du vélo et qui donc utilisent les pistes cyclables. Moi, la plupart des gens qui font du vélo et qui les utilisent me disent c'est pas le tout de faire des pistes cyclables, mais aussi il faut les entretenir. Parce que dans la plupart du cas, il y a des tessons de bouteilles, il y a des morceaux de verre, il y a des cailloux, il y a tout un tas de choses. Et pour crever un pneu, il n'y a rien de tel. Hein. Non, mais je vais vous dire, le problème, vous avez raison de dire que la période des élections, c'est une période toujours propice à ce type de discussion, etc. La réalité, c'est qu'à un moment, on est tenu par trois choses, en l'occurrence. Déjà, la détermination, on veut garder un bourg rural. On veut donc la ruralité, ça veut dire qu'à un moment, si on veut effectivement construire une piste cyclable, il y a des normes, il y a des règles, il y a des largeurs, il y a des emprises au sol. Et donc, et ça suppose aussi, pour ce qui nous concerne, enfin sur le territoire d'Octeville, d'avoir moins de terres agricoles. C'est-à-dire qu'on ampute sur certaines exploitations. Il faut en être conscient. Donc ça, c'est le premier point. On me rappelait tout à l'heure que la piste cyclable qui est en train de se faire entre, en gros, du Calvaire jusqu'au Havre, en gros jusqu'à l'HPE, les terrains, les actes, bien que les travaux avancent, n'ont toujours pas été signés chez les notaires. C'est-à-dire que les agriculteurs qui ont cédé leur terrain, aujourd'hui, ils voient les travaux se faire, ils n'ont plus le bénéfice de l'exploitation de leur terre, mais ils n'ont pas non plus la recette de la vente de leur terre. Donc, c'est pas simple. D'autre part, les pistes cyclables, les modes doux, les transports à la voirie, c'est effectivement une compétence intercommunale. La question qui va se poser, j'ai rien contre le vélo, bien au contraire, j'ai rien contre ce type de mode de déplacement, mais à un moment, l'équation elle sera aussi de se dire où est-ce qu'on met les ressources dont on dispose? Est-ce qu'on préfère refaire la voirie et la sécuriser pour avoir des voies qui soient plus sécurisées? Est-ce qu'on, comme tout à l'heure on en discutait, d'avoir aussi une réflexion pour la circulation des piétons déjà au sein des hameaux? Ou est-ce qu'on construit des pistes cyclables dans des grands axes? Je suis d'accord que, à la limite, aujourd'hui on dirait tout. Moi je veux tout. Mais à un moment la question c'est qui paye? Parce que, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est sûr qu'au niveau des déplacements, l'équation n'est pas simple du tout. Maintenant, c'est vrai aussi que quand je dis au niveau des exploitations, un axe Montivier-Octeville est certainement un axe intéressant au niveau pour la circulation. On parlait tout à l'heure aussi pour le tourisme, des randonnées. C'est clair qu'on est sur un axe côtier où on peut imaginer qu'il y a quand même, si on veut développer une certaine forme de tourisme, en particulier, il y a de plus en plus de gens qui font des vélos camping, des choses comme ça, etc. C'est vraisemblablement quelque chose qui serait intéressant à réfléchir et sur lequel il faudra qu'on réfléchisse. Maintenant, vous dire quelle sera ma position dans le détail. Déjà, ma position, elle dépendra aussi de mon équipe, parce que chez nous, on fonctionne en démocratie. Comme je vous le disais, là, ils sont très calmes. Ils ont manifesté 2-3 fois, ils ont applaudi, c'est bien, ça fait plaisir. Mais clairement, je peux vous assurer que tout le monde donne son mot et qu'on a tous des positions, on a tous des sensibilités, des raisons qui sont différentes de fonctionner. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes moteurs. Mais dans l'idée, sur l'axe de développement, de trouver des solutions permettant effectivement d'accélérer ce développement et de trouver des solutions pour effectivement limiter le déplacement en voiture. Il y a beaucoup de cas où effectivement c'est nécessaire et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on a envie, dont on a envie. Mais c'est vrai aussi que la sécurisation des axes routiers, c'est également un point important. Et à ce soir, vous dire quelle sera ma position dans le détail. Ça, ben, mon état d'esprit, c'est déjà d'entretenir ce qu'on a. C'est de continuer, c'est-à-dire que... Ah ben, de toute façon, oui. Oui, non, mais moi, on l'a dit par rapport aux piétons. Ah ben... Que les enfants peuvent avoir à faire du vélo. Hein, on sait qu'il y a des études qui sont faites justement sur les problèmes musculaires des enfants, et il faut que les enfants fassent du sport. Reviennent faire du sport. Ils se déplacent. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Mais de toute façon, au niveau des axes de développement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure dans la sécurité, au niveau de la présentation principale initiale qu'on a développée, c'est qu'en fait, le déplacement des enfants au cœur des hameaux, c'est une de nos préoccupations. Oui, ça et la sécurisation de ces points-là, c'est important. Ah non, je l'ai dit tout à l'heure, en car, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait le déplacement des enfants dans les hameaux pour aller aux arrêts de bus. C'est-à-dire que de sécuriser les zones de circulation piétonne, de trouver des réflexions et de voir comment on va pouvoir faire. Maintenant, est-ce que ces zones pourront accueillir aussi des piétons, des vélos, dans quelles conditions? Déjà, l'idée, c'est de voir aussi, de déterminer les flux dans chaque hameau, de voir quels sont les axes de circulation les plus importants, de voir aussi combien d'enfants le pratiquent, quelles sont les contraintes, quelles sont les largeurs de voies, quelles sont les possibilités. Si on a des talus qui sont hauts ou si on a des bas-côtés qui sont plats, ce n'est pas non plus les mêmes problématiques, parce qu'il y a des zones sur lesquelles, des fois, vous avez 2 talus qui font 1,20 m ou même 80 cm, et raboter les talus, ce n'est pas simple non plus. Et on parlait tout à l'heure des problèmes d'eau. Supprimer les talus, c'est aussi des problèmes d'eau à venir. Donc, toutes ces réflexions-là, de toute façon, naturellement, on les aura. Parce que ça fait partie de la volonté qu'on a aussi de s'installer et de réduire, parce que le tout carbone auquel on est confronté. C'est éducatif. Si on n'apprend pas aux enfants à utiliser un vélo tout de suite... Ah ben, on ne l'apprendra pas à 50 ans. Hein. Ce sera plus compliqué. Vous voyez, pour fixer les vélos, de l'aménagement qui a été fait dans le village, là, ça fait plusieurs mois que j'avais demandé pour avoir des endroits pour... c'est toujours pas fait, quoi. Hein. Et là, on me fait des réponses évasives. Dimanche matin, j'ai assisté, les gens, il y avait 3 personnes avec des vélos électriques, ils ne savaient pas où mettre leurs vélos, quoi, où les enchaîner. Donc, je vais voilà, Monsieur Gervais est très me répond gentiment, mais on n'a toujours rien, quoi. Et ça aurait dû faire partie du schéma d'aménagement. Mais c'est prévu. Monsieur Rousselin, puisque moi je faisais partie du conseil municipal de Monsieur Rousselin, les commandes sont passées et il y a des emplacements prévus pour les vélos, pour les poubelles, pour des bancs, et ça va arriver. N'est-ce pas, Alain? N'est-ce pas Voilà. Je ne dis que la vérité, moi.
Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais parler ce que vous pensez du train de vie d'un conseil, enfin d'une équipe municipale. Je parle des véhicules, les smartphones, les forfaits, les cérémonies diverses et variées, frais de bouche, etc. Comment vous voyez ça à votre niveau? À mon niveau, comment je vois ça? Déjà, moi, un smartphone, j'en ai un à titre privé, donc je ne vois pas l'intérêt d'en avoir deux. Ça, c'est à mon niveau. Sur le train de vie, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, un élu, il est au service de ses administrés. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens de travailler correctement, mais il ne faut pas non plus dépenser plus que... Alors maintenant, je n'ai pas non plus, pour être juste, hein, je n'ai pas d'informations comme quoi l'équipe sortante serait déraisonnable dans ses dépenses. Là-dessus, j'ai aucune raison de dire qu'il y a eu des abus ou quoi que ce soit. Bien au contraire, j'ai aucune information qui laisserait penser que le train de vie à Octeville soit dispendieux par rapport à ce qui a pu se faire et se voir dans d'autres communes. Donc, pour ce qui me concerne, j'ai pas l'habitude de dépenser plus que ce que je dois, et je serais plutôt enclin à utiliser des ressources qui m'appartiennent. Parce que, comme je le disais tout à l'heure à monsieur, je continuerai à garder une activité privée professionnelle. Pour éviter tout risque de conflit d'intérêts ou de détournement de ressources, etc., que ça soit en termes de tablettes, en termes d'ordinateur, en termes de téléphone, j'utiliserai les miens, y compris pour la commune. Comme ça, on ne pourra rien me reprocher, ce sera moi qui apporterai quelque chose à la commune et pas le contraire. Donc il n'y aura pas de risque de détournement de quoi que ce soit. Et comme mon matériel, je le connais bien, je verrai à ce qu'il soit compatible avec les ressources, et s'il y a des choses qui sont nécessaires d'être faites, eh ben, après, par rapport aux membres de mon équipe, on verra bien. De toute façon, on est tous dans cette optique-là de nous mettre au service, et l'idée, c'est que les ressources de la commune soient mises à niveau et au service des administrés et pas des élus. Maintenant, il y a quand même des choses qui font partie du fonctionnement habituel. Il y a des cérémonies, que ce soit toutes les cérémonies commémoratives auxquelles je continuerai à apporter un soutien. Il y a des cérémonies sur lesquelles j'ai pas de raison de changer non plus des règles qui conviennent à la majorité, parce que à partir du moment où l'ensemble de la population y adhère, que ce soit l'organisation de manifestations, que ce soit le soutien aux associations, que ce soit, ça fait partie de la vie de la commune. Et donc ça, je compte aussi continuer dans cet esprit-là. Et au contraire, comme je le disais, permettre à ces structures associatives de travailler dans des meilleures conditions et leur apporter les ressources nécessaires à leur développement. D'autres questions? Il n'y a pas de lumière par là. Bonjour, j'avais deux questions. Oui. La première pour la Poste, qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu? Parce que là, c'est devenu une poste communale avec des horaires qui ne sont pas du tout compatibles avec les horaires de travail. Moi, étant chef d'entreprise, je suis obligé de me déplacer, prendre une après-midi pour venir récupérer mes recommandés. Et la deuxième, c'est les travaux. J'ai vu qu'il y avait des travaux qui ont été faits dans l'école, également sur les gymnases. Sur quels critères vous choisissez les entreprises? Est-ce que c'est de l'obtention des marchés publics, il y a des DC2, des C4, ou alors c'est au petit bonheur la chance, celui qui est bien avec le parti? Alors, comment ont été choisies les entreprises actuellement? Je ne serais pas capable de vous le dire, parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas élu actuellement, donc je n'ai pas d'informations à ce sujet. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que les règles relatives aux sélections des marchés publics sont respectées. Il y a des seuils à partir desquels on est obligé de consulter, et pour moi, ça ne sera pas une obligation, ça fait partie de la mise en concurrence, et cette mise en concurrence sera faite normalement, c'est-à-dire que globalement, il faut toujours au minimum 3 devis pour pouvoir effectivement faire un choix. Il y a des seuils, et pour les entreprises, c'est-à-dire qui peuvent être effectivement retenues pour des interventions régulières, on verra avec la commission des marchés publics à justement faire des appels à projets pour que les entreprises puissent postuler, et des entreprises, c'est-à-dire qu'il y aura un appel d'offres ouvert, mais pour les interventions, c'est-à-dire que des interventions sur bordereau, ce qui permettra d'avoir des réponses par poste et sur les différents points, que ce soit au niveau électricité, que ce soit au niveau couverture en particulier, où on sera très sensible.
et sur les différents domaines dans lesquels peuvent intervenir les différentes entreprises, y compris sur les fournitures, etc. Mais là-dessus, je n'ai pas de raison de penser qu'aujourd'hui, ça soit fait d'une façon illégale. La seule chose à laquelle, des fois, j'aurais pu m'interroger sur les comptes rendus de conseils municipaux que j'ai pu lire, c'est qu'il y a certains marchés qui ont été saucissonnés et que s'ils avaient été globalisés, on aurait peut-être pu faire quelques économies. Bon, après, il appartient à chaque... je dirais que c'est n'ayant pas vécu toute l'histoire, c'est difficile. C'est toujours facile, a fortiori, de revenir et de dire on aurait pu faire comme ça. Quand on est dans l'action, c'est des fois... Donc là-dessus, je vais pas m'étendre. De toute façon, pour ce qui me concerne, la commission des appels d'offres sera autonome et indépendante. Et étant aussi chef d'entreprise et étant en connaissance, il y a bon nombre de domaines dans lesquels, comme je connais beaucoup d'entrepreneurs, je ferai en sorte justement de ne pas être décideur. Ça, c'est une chose. Pour la Poste, la Poste... Et les appels d'offres, ils feront partie sur la plateforme publique de l'État? Ah oui. Ah oui, nécessairement. Ils auront les publicités, les publications nécessaires permettant effectivement de pouvoir postuler, pour que tous puissent postuler. Pour ce qui concerne la Poste, effectivement, on est dans les communes de taille analogue, une des seules communes en France à ne plus avoir de bureau de poste. C'est une spécificité. On a un bureau de service communal postal, donc j'ai d'ailleurs une personne qui travaille à la Poste dans mon équipe, et effectivement, on nous a confirmé que la Poste a été fermée à l'initiative de la mairie. Donc, voilà, c'est un choix qui a été pris par la municipalité. Comme je le disais tout à l'heure, et comme j'en ai discuté avec ma collègue Ghislaine, qui travaille à la Poste, l'intérêt de la Poste, aujourd'hui, c'est une ESA. Comme toute société, si elle a la possibilité d'avoir plus de chiffre d'affaires, d'avoir de meilleurs retours, de vendre plus de prestations, on va se battre pour effectivement trouver des solutions pour réintégrer une Poste à Octeville et changer, pour une raison aussi toute simple, c'est que sur ce que j'ai su du bureau postal communal auquel on est confronté, enfin, qu'on a aujourd'hui, il est animé par des employés de la commune, mais ces employés, il y a un reste à charge. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de payer moins d'impôts. Là, on est passé d'une solution d'une société privée qui ne nous coûtait rien à une solution publique qui nous coûte quelque chose. Et ça a été un choix. Maintenant, le choix, il a été, pourquoi? Je pense vraisemblablement pour récupérer le bâti, pour récupérer dans le cadre d'un projet. Ce qui aurait été pour moi judicieux, c'est d'attendre déjà que le projet soit franchement abouti avant de la fermer. Maintenant, vous dire que la Poste était mécontente de fermer son bureau, à mon avis, pas vraiment. Ils ont une volonté de fermer un maximum de bureaux aussi quand ils en ont la possibilité. Si un élu, au lieu de se battre pour la garder, se bat pour s'en débarrasser, il signe dès demain. C'est normal. Mais bon, je dirais que ce qui est dommage, à mon sens, c'est que vous avez effectivement les problématiques liées à un chef d'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on veut redynamiser un centre-bourg, il faut effectivement donner les conditions d'accueil aux entreprises pour qu'elles puissent travailler dans les meilleures conditions. Et entre autres, la Poste, c'est quand même un élément déterminant du bon fonctionnement d'une commune, avec tous ses services assortis. Y compris aussi pour des personnes qui ont un compte postal, d'avoir la possibilité, sans pour cela prendre rendez-vous, sans pour cela faire ceci, de pouvoir faire toutes les opérations dans le bureau. Donc ça, clairement, on se battra. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera? J'en sais rien. Mais on mettra les moyens, en tout cas, pour y aller. Et en tout cas, je peux vous dire que quand on veut quelque chose, c'est quand même beaucoup plus facile que quand on ne veut pas. Et moi, je le veux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question là-bas. J'entends pas, excusez-moi. Oui, je voudrais revenir sur le plan vélo. Oui. C'était 2015-2020. Et pour la piste cyclable qu'ils sont en train de faire entre le Calvaire et le terminus du tramway, pourquoi elle va être coupée en deux?
Alors, je vais vous dire, pour être très honnête, je ne connais pas le dossier dans le sens où je n'ai absolument pas participé à ce dossier. Effectivement, à un moment, non seulement on coupe en deux, mais en plus on coupe la route. Ben oui, elle va te couper à aucun chêne. Alors, je vais vous dire, objectivement, je ne vais pas vous raconter d'histoire, je n'ai pas le tracé en tête. Donc, vous posez la question. Je pense qu'actuellement, le maire sortant a une réunion publique, je ne vais pas lui faire de la publicité, mais le 13 mars prochain. Posez-lui la question, parce que lui est plus à même de vous répondre. Il est vice-président de la communauté urbaine. On a la réponse. Vous avez la réponse. Non, en fait, il y a une obligation de faire dévier la chaussée, puisqu'il y a des bâtiments qui sont sur la partie gauche quand on descend vers l'HPE. Et donc, la chaussée, dans un premier temps, a été élargie à gauche en face de Sidel, pour faire simple. Ensuite, il a fallu, au niveau du carrefour, repartir légèrement sur la droite. C'est la chaussée qui est élargie, la piste restera bien à gauche, quand on vient d'Octeville. Merci de cette précision. Parce que la chaussée existante, il faut laisser aussi la zone de circulation des véhicules. C'est simplement ça. C'est qu'à un moment, quand on a une voie qui permet juste de faire passer un véhicule, si on veut faire une piste cyclable, il faut l'élargir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vous voulez des renseignements aussi sur par rapport au placement des pistes cyclables. Il y a des départements qui sont très en avance par rapport à la Seine-Maritime. C'est le Morbihan et la Loire-Atlantique. Oui. Eux, ils ont gardé il n'y a pas de rebondement comme en Seine-Maritime. Donc il y a encore des passages de tracteurs qui passent dans les champs, mais qui sont aménagés pour les piétons et les vélos. Alors, comme là, on parle d'une décision, enfin d'une politique qui est plutôt départementale. Là, on est sur une communale. Ce qui est décidé au niveau du conseil départemental, je ne peux pas vous dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, une politique qui a été initiée depuis des années, de toute façon, à un moment ou à un autre, ils ont une philosophie qui a été différente de la nôtre. Aujourd'hui, la Bretagne a un mode de fonctionnement qui a eux aussi, ils ont une histoire qui a été différente de celle de la Normandie. Et le fait est que de toute façon, on ne rattrapera jamais en quelques mois ou en quelques années un retard sur des positions. À l'inverse, il y a des choses sur lesquelles on est aussi plus en avance qu'eux. C'est comme ça. Je peux pas vous redonner les raisons et les différences qui vont justifier que depuis les années 50, la Bretagne est dans la situation actuelle, et depuis les années 50, la Normandie est dans la situation actuelle. Vous savez, au niveau des voies d'un département à l'autre, d'une commune à l'autre, etc., il y a des choix qui sont faits par les politiques, que ça soit à tous les échelons, et où on privilégie certains modes de déplacement, on a privilégié certaines voies, on a privilégié certaines choses. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est globalement, la réflexion, elle est effectivement de trouver des solutions. Les solutions, dans un premier temps, sont de permettre effectivement l'augmentation de la circulation des vélos d'une façon sécurisée, mais surtout aussi des piétons, au sein en particulier des hameaux, que cette réflexion, de toute façon, intervient maintenant au niveau intercommunal, donc ça sera une négociation, une discussion avec l'intercommunalité, mais au-delà de ça, pour moi, une des priorités, c'est qu'à chaque fois qu'on fera une voie cyclable, c'est de faire en sorte aussi que cette voie soit entretenue pour qu'elle soit exploitée dans de bonnes conditions. Parce que si c'est d'avoir une voie sur laquelle vous crevez tous les 20 mètres, je ne vois pas l'intérêt. Pour les marchands de pneus. Mais on n'est pas à Clermont-Ferrand, donc Michelin n'est pas le siège. D'autres questions? Une question là-bas. Madame, c'est ça. Bonsoir. Au niveau du développement économique, et du coup vous avez un peu parlé de fracture numérique au niveau des hameaux, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau du développement numérique de la commune, que ce soit pour les entreprises et dans certains hameaux où c'est très compliqué Alors,
Si vous parlez du développement de la fibre et du déploiement de la fibre, c'est ça? C'est ça? Alors, Alain Richard, qui s'occupe du dossier pour la commune actuelle, j'ai assisté à son intervention la semaine, il y a 3 semaines. Et je vais reprendre ses mots, hein, si tu me corriges, Alain. Il y a un concessionnaire qui a obtenu le marché, qui s'est engagé en octobre dernier à déployer la fibre sur l'ensemble de la commune d'ici fin 2020. J'ai bien retenu? 85% des Octevillais seront raccordés à la fibre optique le 31 décembre. Les 15% restants, ce seront essentiellement des problèmes de raccordement, d'installation. La fibre optique va être installée exactement comme l'était le téléphone. C'est-à-dire que là où c'était aérien, ça sera en aérien, sauf qu'Octeville est exposé à des vents forts, que les normes concernant les poteaux ont évolué, qu'il va donc y avoir des poteaux supplémentaires, voire des lignes qui vont être carrément doublées. Ça, c'est pour ce qui est en aérien. Pour ce qui est en souterrain, on a dans le domaine public, au niveau de la commune, plusieurs zones où des fourreaux se trouvent écrasés. Et il va falloir donc faire venir des engins pour faire des tranchées, pour repasser des nouveaux fourreaux. Tout ça pour vous expliquer que normalement 85% des Octevillais seront raccordés à la fibre optique au 31 décembre et que 15% devront attendre, je pense, le courant de l'année. Je pense que Bruno me permettra aussi de vous recommander d'aller sur le site de la commune. Il y a un article qui explique le développement de la fibre optique, d'une part, et comment, le jour où on viendra vous dire que votre maison peut être accordée, toutes les démarches que vous aurez à faire après, par rapport au technicien qui viendra, etc. etc. Je t'en prie, Alain. Donc, voilà. Alors, la seule chose que je puisse vous dire aussi, c'est que globalement, pour accélérer la procédure, plus on développera d'activités, plus il y aura de points de contact. Alors, ce qu'Alain avait dit aussi justement la dernière fois, c'est que si on vous propose une connexion, ne serait-ce que pour la valorisation de votre bien immobilier, vous avez intérêt à l'accepter parce que le coût de raccordement la première fois sera bien moins élevé que les fois suivantes. Ça sera théoriquement gratuit, donc quand c'est gratuit, profitez-en. C'est pas si souvent. Et surtout, c'est qu'en fait, à horizon d'ici 10 ans, de toute façon, tout ce qui est filaire aujourd'hui, ça disparaîtra. Donc de toute façon, si c'est pas fait, c'est reculer pour mieux sauter. Mais c'est vrai que nous, dans le cadre du développement, en particulier de la zone des Hautes-Vallées, et de l'arrivée d'un incubateur, d'une pépinière d'entreprise, dans le cadre du développement des activités économiques, ça incitera d'autant plus un opérateur, donc un concessionnaire, à accélérer la mise en œuvre, parce que bien évidemment, pour lui, le bénéfice et surtout le coût de raccordement pour des entreprises, lui, n'est pas gratuit. Mais par contre, il est important. Et là, dans ce cas-là, je peux vous dire qu'on aura cet intérêt à lui proposer et à le motiver pour effectivement qu'il accélère son déploiement s'il ne le retenait pas ou s'il ne tenait pas ses délais. Alors sur la fracture numérique aussi, il y a l'autre aspect qu'on a développé dans la maison cantonale des services, mais là c'est plutôt de mettre en accès des ordinateurs, du matériel pour que des personnes qui n'en ont pas chez elles ou des personnes qui ne sachent pas s'en servir, c'est-à-dire les accompagner dans des démarches pour faire justement toutes ces démarches. Mais là, on est sur un autre volet parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel là, on est dans dans un accompagnement pour tout type de population qui n'a pas la connaissance informatique. D'autres questions ? Oui, Bruno, je voulais savoir si tu avais prévu des médecins, parce qu'on fait tout le quartier, tous les médecins nous refusent, parce qu'on est nouveau dans la commune. Donc, si tu as prévu quelque chose, ce serait bien. Alors, au niveau des médecins, c'est clair que de toute façon, il y a plusieurs médecins qui sont venus s'installer sur Octeville, hein, c'est une bonne chose. Le phénomène, c'est que la plupart sont venus avec leur patientèle. Donc, on a une proximité. Mais on n'a pas forcément l'accessibilité. Maintenant, le phénomène, c'est que, une fois de plus, dire est-ce qu'on aura une démarche active? Oui, on aura une démarche active, au même titre que
pour loger des entreprises, pour faire venir des entreprises, on aura également une démarche active qui se fera auprès de salons. Et ben, on aura une démarche active qui se fera auprès d'universités et en particulier auprès de Rouen, c'est-à-dire qu'on fera des démarches actives pour essayer de récupérer des médecins, mais de récupérer aussi des jeunes médecins qui n'ont pas de patientèle, parce que si c'est faire venir des médecins avec une patientèle et que ce soit des gens d'autres communes qui viennent sur notre commune, c'est intéressant en termes d'activité, c'est limité en termes d'attractivité pour les octevillais. Maintenant, vous dire est-ce que j'ai des médecins dans la poche ou est-ce qu'il y a un marché aux médecins, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de foire aux médecins où on peut en acheter sur tête. Ça serait intéressant et de toute façon, il n'y a pas de conditions d'installation. Il y a des territoires qui sont naturellement bien plus fournis, d'autres qui sont bien moins fournis. En particulier, je pense aux Hauts-de-France où la population médicale est encore plus faible que dans notre région. Aujourd'hui, est-ce que ça sera une préoccupation? Oui, c'est une préoccupation. Parce qu'on a aussi une population qui est vieillissante d'une façon générale, hein, pas spécifiquement à Octeville, et que le recours aux médecins est quelque chose d'important. Après, on peut regarder aussi à travailler en collaboration avec l'HPE, avec l'hôpital, pour voir également à ce qu'il y ait des mixtes, des médecins qui puissent être installés et avoir une partie de leur temps en privé, une partie en public. C'est des solutions qui commencent à se développer parce que ça permet à certains médecins d'augmenter aussi leurs revenus, il faut dire les choses clairement, et d'avoir aussi un autre type d'activité, parce que l'hôpital peut des fois, pour certains, être un peu oppressant. Donc on regardera toutes les options et toutes les solutions, mais oui, on souhaite développer. Maintenant, est-ce qu'on a la solution miracle? Non. Ah oui, je sais bien que c'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai problème. Mais de toute façon, c'est pareil. Hein, ça, c'est propre à... les médecins qui sont arrivés, il y a les 3-4 nouveaux médecins qui sont arrivés dans le centre-bourg. On a les 3 médecins qui sont... on a une population de médecins qui est assez importante, mais aussi, on a aujourd'hui, ils ont des patients. On a des patients qui viennent qui viennent de Montivier, qui viennent de toutes les communes limitrophes. Hein. Donc là-dessus, et soyons clairs, hein, par définition, on est sur des populations, c'est-à-dire que ce sont des médecins libéraux, ils choisissent leur patientèle. Malheureusement, là, j'ai pas de solution miracle. C'est une solution. D'autres questions? S'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente... Ah, il y a une question. Alors moi, je viens de vous écouter pendant 2 heures. Je suis quelqu'un qui ne vous connaît pas, d'accord, même si je viens de faire 6 ans autour de la table du conseil municipal. On a reproché les 2 listes à M. Rousselin de ne pas toujours être disponible à l'écoute des Octevillais, de ne pas toujours les recevoir en temps et en heure. Vous avez dit que vous seriez là 80% de votre temps, puisque vous avez une activité professionnelle. Moi, je voudrais savoir qui vous êtes concrètement, puisqu'il va falloir que je vote une personne et un programme. Donc voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un de très disponible, à l'écoute, qui recevait la population facilement, ou est-ce qu'on va être obligé de passer par des services de la mairie, où les infos vont parfois être bloquées, et est-ce que vous êtes quelqu'un d'efficace et de rapide? Bon. Alors, qui je suis? Alors, il y a 30 ans, j'étais beaucoup plus rapide sur 400 mètres. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour faire une fiche signalétique, mais je l'avais mis dans le journal numéro 2, mais si vous ne l'avez pas eu, je vais vous redonner globalement. J'ai 53 ans bientôt. Je les aurai juste après, enfin en avril. Je suis marié, j'ai 2 enfants, des grandes filles maintenant, qui travaillent. Je suis effectivement chef d'entreprise. Maintenant, est-ce que je suis pour le contact direct? Oui. Est-ce que je serai accessible? Oui. Est-ce que je réponds assez vite? Je dirais que je n'ai pas l'habitude de répondre n'importe quoi non plus. Donc, quand on me pose une question, je sais aussi prendre le temps de la réflexion.
Mais s'il y a besoin d'agir vite, je sais prendre aussi mes dispositions et prendre mes responsabilités. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris en étant chef d'entreprise, pour une raison toute simple, c'est que les décisions ou la prise de décision ou la non-prise de décision, c'est moi qui la paye. Donc c'est quelque chose. Maintenant, pour vous dire, effectivement, si j'ai fait un choix de me présenter et sur la disponibilité, j'ai effectivement prévu dans les 6 prochains mois d'arrêter un certain nombre d'activités professionnelles pour me consacrer exclusivement, enfin, essentiellement à mon activité de maire et de président ou vice-président de la communauté urbaine si le président qui sera élu le décide. Bien évidemment, pour l'importance d'Octeville et l'importance aussi de la représentation, je postulerai et je me battrai pour avoir une représentation et une délégation qui soit suffisamment significative parce qu'elle est le reflet de l'importance que le président donne à ses élus. Et si on récupère une délégation, j'irais, de seconde main, ça veut dire aussi qu'on n'est pas crédible vis-à-vis des élus. Donc je me battrai pour avoir une bonne délégation, mais je me battrai aussi pour faire en sorte que mon travail soit fait et fait correctement. J'ai d'ailleurs, dans cet esprit-là, déjà mis en place un schéma de transfert de mes activités et d'arrêter certaines et de transférer. Pour rien vous cacher, ma base de métier, c'est je fais du commerce international. Et l'avantage de ce métier, c'est qu'en fait, je peux le faire d'un peu n'importe où, parce qu'en fait, par définition, je suis jamais partout à la fois. Donc, j'ai une autre caractéristique, c'est que je dors pas tant que ça, et je travaille beaucoup. Donc, je sais aussi être disponible. Maintenant, est-ce que je suis rapide? C'est toujours une question difficile, ça dépend dans quoi. Je pense que je suis comme tout le monde. Quand je fais des choses que j'ai envie de faire, je les fais bien et vite. Quand on me demande de faire des choses que j'aime moins, je freine un peu plus. Ceci étant dit, je pense quand même qu'une des caractéristiques que j'ai qui peut vous inciter à voter pour moi, c'est que si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Je n'ai pas l'habitude de promettre ce que je ne peux pas tenir. Envisagerais, si tu étais maire de la commune, de te présenter au département? Non. Non, je n'envisage pas de me présenter à une autre élection. De toute façon, pendant les 6 premières années, donc la totalité du mandat, je considère que le travail de maire, avec le travail qu'on a vu qu'il y avait à faire, me prendra déjà tellement de temps que je ne vois pas comment je pourrais faire sérieusement un travail de conseiller départemental tout en étant maire d'Octeville-sur-Mer et vice-président de la communauté urbaine. Donc là-dessus, au même titre que je vous dis clairement que je ne démissionnerai pas, même si je ne suis pas élu maire, je serai autour du conseil, je ferai ce que tu as fait. Ouais, je ne durerai pas 25 ans. Mais pendant les 6 prochaines années, c'est clair que je serai autour de la table. Je serai autour de la table ou en tant que maire, ou en tant que conseiller. Mais je serai autour de la table. Bon, si je suis autour de la table et en tant que conseiller, je garderai mon boulot. Hein. On est d'accord. Mais clairement, je n'ai pas non plus la prétention de tout connaître et de tout savoir. J'ai quand même autour de moi beaucoup de compétences. Et je m'appuierai sur toutes ces compétences. L'important pour moi, c'est effectivement qu'on travaille en équipe. D'ailleurs, je tiens à signaler que les journaux de campagne que vous avez reçus, les 4, ont été rédigés. Alors, j'en étais un des moteurs, bien évidemment, mais ils ont été rédigés avec la participation d'une bonne partie de l'équipe. Le PowerPoint ce soir, c'est Valérie qui l'a fait en collaboration avec une bonne partie de l'équipe. Il y a un certain nombre... Tout ce qui est fait, c'est pas moi qui le fais tout seul. J'ai surtout pas cette prétention. Mon but, c'est de fédérer. Mon but, c'est de faire en sorte que l'ensemble du conseil municipal travaille dans l'intérêt des Octevillais,
mais de fédérer au-delà, de fédérer les associations, qu'on travaille tous dans le même sens. Parce qu'il y a déjà suffisamment d'autres personnes qui nous mettront des bâtons dans les roues pour pas forcément obtenir tout ce dont on a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question, peut-être qui ne vous plaira pas, parce qu'elle va vous emmener dans le terrain de la critique. Vous vous êtes présenté, c'est une nouvelle équipe. Enfin, vous allez vous présenter, pardon, une nouvelle équipe, probablement parce que vous avez eu une déception de l'équipe précédente, des actions. Et je voudrais savoir quelles sont les actions vraiment qui vous ont déçu, qui vous ont emmené aujourd'hui à vous présenter avec une nouvelle équipe. Le manque d'anticipation, principalement. C'est-à-dire que les choses qui n'ont pas forcément été faites dans le sens de ce que le fait aussi d'entendre des projets d'écobourg où on a une urbanisation galopante qui ne m'a pas spécialement séduit, parce qu'on parlait tout à l'heure de la ruralité. Il y a eu plusieurs questions sur ce sujet, c'est aussi cet aspect-là. En fait, ce n'est pas une chose, c'est la discussion avec pas mal de choses. C'est aussi la discussion avec les membres du personnel, d'un certain nombre de personnes, des employés, qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour pouvoir travailler correctement. C'est également les permis de construire, c'est également tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment, je vous dis, hein, dans l'idée principale, c'est le manque d'anticipation par rapport à un point. Et de l'autre côté, les problèmes de ruralité et de construction. C'est-à-dire que lancer, pour moi, 200 constructions, 200 et quelques logements sur une année, en ayant une augmentation statistique qui sera de l'ordre de 10, 12%, 15% de la population en plus, sur une commune, il n'y a pas une commune en France qui peut supporter en un an ou en 18 mois une croissance de 15%. Vous retrouvez les motivations, elles sont là. Elles sont c'est la base, les valeurs qu'on a développées au départ et les valeurs sur lesquelles nous nous sommes tous réunis. Parce que c'est pas non plus, alors même pour vous faire un aveu, au départ, ça a été de travailler ensemble, mais c'est pas moi qui ai souhaité au départ. La première chose que j'ai dit au début, c'est s'il y a quelqu'un qui se sent plus la compétence de le faire que moi, il n'y a pas de problème. Mon but, c'est pas d'être maire pour être maire. Mon but, c'est d'être maire pour faire les choses, pour apporter quelque chose. Si on pose la question d'être au niveau du conseil départemental ou régional, parce qu'il y a des élections, il va y en avoir plusieurs, je ne me sens pas légitime, parce que je ne vois pas forcément ce que je pourrais apporter. Au niveau de la commune, je vois pas ce que je peux apporter. J'ai bien le sentiment de la valeur ajoutée que je peux apporter. J'ai aussi le sentiment que les personnes avec lesquelles je travaille aujourd'hui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour d'autres, eh bien, il y a une véritable énergie, il y a une véritable volonté. Et cette énergie, cette volonté, alors de temps en temps, il faut la canaliser, hein, parce qu'il y en a certaines, c'est... Mais malgré tout, c'est agréable. Et c'est agréable parce qu'on est tous dans le même sens. On a tous envie de faire des choses pour tout le monde. Et je peux même vous dire que le premier journal, ça a été... J'avais rédigé la base et j'avais donné à relire à la majorité des membres de mon équipe pour qu'ils me disent leurs sentiments et pour qu'ils la notent et puis pour qu'ils le modifient et puis pour qu'ils le... Et ça a été au départ, ça a été compliqué parce qu'ils n'osaient pas, et jusqu'au moment où ils ont commencé à se lâcher, et là j'ai reçu des documents qui étaient bardés de rouge. et c'est là où effectivement il y a eu une dynamique qui a commencé à vraiment s'installer et qui s'est lancée, et où il y a vraiment eu, et on a la volonté de travailler tous ensemble. Et de s'organiser de telle façon à ce qu'il n'y ait pas non plus de trous. On parlait tout à l'heure de disponibilité. La disponibilité, c'est la disponibilité du maire, mais c'est la disponibilité de tous les élus. C'est de faire en sorte qu'au moment où on a une question à poser, il y ait un suivi et que les gens soient disponibles. Pas forcément le maire, mais la personne qui est en charge du dossier. Parce que si je suis en charge du dossier, que je le connais bien,
C'est une bonne chose. Maintenant, il y a des dossiers sur lesquels Brigitte sera beaucoup plus compétente que je ne le suis. Marie-Pierre sera beaucoup plus compétente dans d'autres, Philippe dans d'autres, et ainsi de suite. Sylvie sera beaucoup plus compétente que moi sur tous les problèmes scolaires. Parce qu'elle est confrontée au quotidien, elle est impliquée depuis des années dans ce domaine. Alors moi, oui, j'ai été confronté, mais pour être honnête, c'est plutôt mon épouse qui s'occupait des problèmes de scolarité des filles, donc je m'en occupais. Mais je regardais ça, elle est un peu loin. Par contre, il y a des domaines dans lesquels, effectivement, je serais plus en même d'apporter une valeur ajoutée. Oui. Sur quel sujet? Si vous voulez l'interroger. Non mais il faut l'inviter à manger aussi. De toutes ces constructions et puis sous toutes ces plans, c'est annulé quoi. Annulé. Qu'est-ce que vous, il veut dire les constructions annulées. Monsieur Martin. J'ai appliqué, en donnant les permis de construire, j'ai appliqué le règlement d'urbanisme de la commune. J'ai fait mon rôle d'instructeur d'urbanisme. Je ne peux pas faire autrement. Donc j'ai fait des refus quand il en fallait. Ah, alors sortez-moi des dossiers qui étaient un peu louches. Mais de mon côté, non. Et ça, c'est ce que tout le monde... Il y a des gens qui m'aiment pas parce que je suis trop comme ça. Bah, tant pis, mais moi, c'est ma devise, je reste droite. Et voilà. Équité, équité, équité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, je vais vous proposer qu'on en arrête là. Alors, il y a une autre réunion publique de notre liste le 11 mars. Il y aura d'autres thèmes, on rentrera, parce qu'on ne va pas refaire la même que ce soir, bien évidemment. Il y aura d'autres questions, vraisemblablement. On rentrera sur des détails, on apportera d'autres visions, il y aura d'autres types de questions. Donc, vous ne verrez pas forcément la même soirée que celle que vous avez vécue ce soir. Pour information, la réunion de ce soir a été filmée et sera disponible sur Internet dès demain, sur notre site. Ça permettra effectivement aux gens qui veulent la revoir et qui veulent même la mémoriser pour me rappeler dans quelques mois, vous avez dit ça et je veux ça. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous remercie.